Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Comme vous dites, je ne suis pas une spécialiste du tout de l'alimentation à l'origine, mais je m'y mets avec gourmandise. Voilà. Pour une fin de carrière, de la danse au cuisinier, donc de la danseuse au cuisinier, c'est tout un parcours intellectuel. Je ne vais pas expliquer mon parcours, ça n'intéresse personne véritablement ou dans la conversation. Si pour voir comment on fait des ponts, comment on passe d'un univers intellectuel à un autre peut-être. Mais je vais peut-être essayer, comme le temps est compté. Je ne dois pas dire ce mot, mais je l'ai dit, excuse-moi David. Alors, figure et engagement public du chef hors les murs. Donc la figure du chef en cuisine est un lieu commun de la communication culinaire. Divers articles et ouvrages divers articles et ouvrages en histoire, en anthropologie culturelle, nous ont invités à redécouvrir les figures de Vatel, d'Antoine Carême, d'Auguste Escoffier et de celles de chefs moins légendaires, mais qui ont participé à l'évolution des cultures gastronomiques. Ces dernières années, des séries télévisées, des films et des documentaires, des films et des documentaires nous ont incités à réfléchir plus avant à cette figure, à son évolution, marquée par la valorisation de postures et d'attributs renouvelés. De récents travaux ont étudié sa mise en scène télévisuelle et plus avant médiatique au fil du temps. Ils ont ainsi nourri, dans une perspective communicationnelle, les recherches sur l'alimentation, envisagées en tant qu'objet de discours, de récits et d'images, et sur la mise en circulation de l'alimentation dans l'ensemble des supports et des canaux médiatiques. L'histoire de la gastronomie française est intimement liée à celle de ces grands chefs, qui ont notamment accompagné le passage d'une cuisine de cour à une cuisine bourgeoise, puis à une nouvelle cuisine dont les soubresauts ont marqué les précédentes décennies. Dans l'imaginaire social, le grand chef, c'est traditionnellement celui qui porte l'art culinaire à son apogée et qui reste à la recherche d'expériences gustatives singulières. C'est aussi celui qui commande en cuisine et se fait respecter, voire craindre. Cette communication s'intéressera à des représentations qui construisent un autre regard sur cette figure et qui évoquent une mutation importante dans les valeurs, les normes, les situations et relations qui la déterminent. Mutation faisant écho aux actuels questionnements sur le renouvellement de nos systèmes alimentaires et sur un possible nouvel ordre mondial alimentaire. Ainsi, après avoir déployé dans un premier temps, de manière non exhaustive, un éventail de figures contemporaines du chef, j'étudierai plus avant, dans un second temps, les formes d'engagement public et citoyen que le chef cuisinier met en scène avant de questionner, au final, le jeu d'influence en œuvre entre les figures du chef engagé et celles du mangeur citoyen. Alors ma méthodologie elle est totalement exploratoire, puisque je débute un peu sur ce sujet. Plutôt que de construire des corpus aux contours bien délimités, j'ai préféré des chemins buissonniers. J'ai butiné sur Internet, en fait, de sites en blog, des vidéos sur YouTube aux réseaux sociaux, avec l'envie et le souhait de capter des occurrences mineures, de croiser des sources très hétérogènes. Car si la télévision reste encore un lieu de construction de l'autorité et de la réputation des chefs, des grands chefs du moins, le web autorise à aller à la rencontre de chefs plus ordinaires, mais aussi à corréler apparition médiatique et communication des chefs. Internet favorise l'agrégation et le télescopage de contenus, invitant ainsi à construire une attention traversante sur cette figure multifacette et en mouvement du chef cuisinier. L'ouvrage récent de Olivier Roger, que vous voyez sur le slide, a remarquablement saisi l'évolution de la figure du chef en cuisine entre les années 1953 et 2012. Ainsi a-t-il mis en évidence le passage de la figure du grand chef emblématique, nous faisant la promesse d'intégrer un savoir culinaire de haut niveau. Je parle là de Raymond Oliver à travers toute une série d'émissions qui sont détaillées dans l'ouvrage, à celle du chef animateur, plus en phase avec la télévision relationnelle, et notamment le fils de Raymond Oliver, Michel Oliver, qui lui a cherché via différentes émissions à susciter surtout le lien, à jouer sur l'implication affective avec le spectateur.
Donc cette communication, comme je viens de le dire, elle s'inscrit du moins dans une autre perspective. Elle questionne les représentations mettant en scène un chef engagé, le plus souvent hors les murs, c'est-à-dire agissant en dehors de sa cuisine et de son restaurant. Cette communication cherche aussi à éclairer ces engagements apparemment dispersés en se référant tant aux logiques d'évaluation qui s'intensifient dans les mondes de la cuisine, de la gastronomie, mais aussi de l'alimentation. Mais aussi, elle cherche aussi à s'intéresser aux mutations culturelles et sociales de ces différents mondes. Alors, première figure, ce ne sont pas des figures exhaustives, c'est la figure du chef pédagogue. Donc, depuis des décennies, nombre de chefs se sont construits comme pédagogues, d'Oliver à Bocuse, d'Alain Ducasse à Thierry Marx. Le chef, c'est celui qui transmet, fait le lien entre les savoirs d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Des émissions télévisées au MOOC et aux tutoriels en ligne, des livres de recettes ou conférences dans des lieux de culture et de savoir, le chef fait évoluer les modalités de la transmission et les contenus de ces savoirs, savoir-faire et savoir-être. Tour à tour pédagogue, éducateur, médiateur, il se construit comme une autorité compétente, une aide bienveillante, un animateur, un évaluateur. La multiplication des dispositif éducatif dans lequel il s'inscrit permet de réduire la distance entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Et en une époque où la crise de la transmission est régulièrement dénoncée, la figure du chef s'impose, sachant que les parents cuisinent moins, qu'ils n'ont souvent pas le temps de le faire et qu'ils perdent en légitimité par rapport aux générations précédentes sur la question de la transmission. Donc, première figure, on pourra y revenir lors des échanges. Excusez-moi. Oui, bon, deuxième figure récurrente, des figures récurrentes. Je ne vais pas très en profondeur, mais j'essaie d'avoir une vision d'ensemble sur des figures où j'ai trouvé beaucoup de récurrences pour chacune des catégories. Le chef s'affiche aussi régulièrement avec des scientifiques reconnus qui explorent l'alimentation dans tous ses états et cherchent avec lui de nouvelles idées culinaires. Le scientifique s'initie à la vulgarisation des savoirs sur l'alimentation, de plus en plus diversifiés, et collabore avec les ambassadeurs de la gastronomie. Le chef, quant à lui, traduit en mots d'ordre et en actes les découvertes scientifiques, affirmant sa responsabilité face aux mangeurs et envers la planète. Bon, ainsi, la gastronomie moléculaire a-t-elle scellé cette collaboration, gage d'innovation vertueuse. Hervé Tisse a ainsi collaboré avec les chefs Pierre Gagnère, David Hertz, etc. De même que Ferran Adrià, qu'on a vu précédemment, en fait, voilà, j'ai inversé une slide, je crois, a été invité à Harvard dans le cadre de conférences publiques Sciences et en fait Annual Science of Cooking Public Lecture Series pour présenter la cuisine moléculaire. Et ça, c'est un cycle qui, à Harvard, invite très souvent des chefs autour des questions de la rencontre cuisine et sciences. Donc l'alliance entre le chef et le scientifique, elle a un enjeu double, à une époque d'innovation permanente. Il s'agit de questionner les normes et les routines de nos manières de cuisiner et de montrer en quoi la science peut contribuer concrètement au progrès de la cuisine. Autre figure, c'est celle du chef militant, révolutionnaire, avec toutes les variations, excusez-moi, des deux notions. Cette figure est la plus contrastée dans ses formes et ses registres. Le chef démultipliant les actions pour témoigner d'un engagement sans réserve dans le combat pour le manger sain, le manger mieux et le manger durable. Je reviendrai ultérieurement un peu plus longuement sur ces engagements, en essayant peut-être de mieux les situer et de les relier. Mais pour l'instant, c'est la diversité des postures militantes adoptées par la chef que je pointe. Dans le nombreux occurrences que j'ai trouvées sur Internet, le chef peut se présenter comme lanceur d'alerte, catalyseur de troupes, évangélisateur, annonciateur d'une gastronomie révolutionnaire. Et l'exemple le plus connu que j'ai retenu, bien sûr, c'est le plus connu internationalement, le plus visible surtout sur Internet, ça reste celui de Jamie Oliver, donc ce chef ubiquitaire qui est présent dans plus de 120 pays et qui arpente les studios télévisés depuis les années 90, multiplie les ouvrages et ateliers de cuisine et développe une très grande activité numérique. Il est suivi par des millions de followers, fans, et je ne parle pas des likes.
On ne compte donc plus ses engagements auprès des jeunes défavorisés ou en rupture scolaire, contre la malbouffe, pour la qualité nutritionnelle, pour l'éducation alimentaire, etc., etc. Donc il se présente de manière très, très marquée comme un agitateur d'idées, et il cherche non seulement à démocratiser la cuisine, mais à mobiliser contre les industries agroalimentaires, tout en collaborant avec certaines. Il faut bien le dire. Oui. Non, mais c'est des modes de présentation. Hein. Je suis sur la présentation, la construction, l'autoconstruction de sa légitimité et de sa crédibilité. Alors, il se met en scène comme un croisé en guerre contre l'obésité, ou comme un Robin des Bois, défenseur d'une alimentation saine, joyeuse, durable. Il invite à la révolution alimentaire via une fondation, un site et le Food Restoration Day, un événement dit mondial qui défend un regard critique sur nos habitudes alimentaires. Alors il se permet aussi, après avoir apostrophié Blair, d'apostropher Obama, et se construit bien donc comme un activiste insubordonné, chaleureux et omniprésent. Je reprends des verbatims dans les présentations de ces apparitions. Alors, il y a d'autres chefs, il y a énormément de chefs qui se mettent sur ce créneau-là, on le verra tout à l'heure. Je peux parler du chef brésilien David Hertz, qui dénonce les abus industriels, qui s'engage via Gastromotiva, une association brésilienne de la gastronomie dont il est le cofondateur et le président. Alors lui, il forme des jeunes des favelas, il les aide à trouver du travail, etc., etc. D'autres chefs aussi comme Massimo Bottura, Juan Cooper, une femme quand même, qui à travers sa fondation a lancé toute une série de programmes, The Lunchbox, Parent Advocacy, voilà, et qui élargissent sans cesse les champs d'action et de militantisme. Alors pour accompagner des combats autour du sida, du cancer, des maladies orphelines. J'en ai vu un nombre incroyable, au risque parfois d'une certaine dispersion. Toutes les causes sont bonnes à prendre, même si elles n'ont aucun rapport avec l'alimentation directement, en fait. Alors, autre figure, ça, c'est le chef à la rencontre des mondes de l'art. Alors, depuis longtemps, la gastronomie est envisagée comme un art, le chef étant comparé à un esthète, un artisan, un artiste qui transmue les produits en œuvres gustatives. Assimilé souvent à un peintre, un sculpteur, un musicien, il participe pleinement à cette reconnaissance. Et s'il a longtemps mis en scène avant tout sa maîtrise des techniques et des contraintes de la cuisine, il valorise aujourd'hui, via diverses médiations éditoriales et numériques, la dimension exploratoire de son travail, la libre association d'idées qui le porte, son acceptation de l'imprévisible et son avant-gardisme, notion assez récurrente sur différents sites. Mais là, je vais au-delà, c'est qu'il va au-delà de ce qui est une figure assez traditionnelle, art, le chef artiste, c'est que parfois même le chef va plus loin en intégrant concrètement les mondes de l'art. Donc je vous donnerai deux exemples, notamment Ferran Adrià, toujours, en 2007, a été invité à participer à la Documenta, par le directeur, la Documenta, c'est le grand événement qui tous les 5 ans fait de Cassel une des capitales de l'art contemporain. Donc il a été invité par le directeur de la Documenta, Robert Durgel, et qui a fait du restaurant à la Cala Montjoy de Ferran Adrià le pavillon G de l'exposition. C'est-à-dire qu'il a été assimilé directement à un artiste à part entière parmi les autres artistes d'art contemporain. Alors cette place a provoqué beaucoup de tollé et elle a aussi inspiré un ouvrage et surtout un certain nombre de débats. Et ça a ouvert une voie où le chef est invité comme artiste à part entière, artiste contemporain. Je pense aussi à Pierre Gagnère qui, en 2015, au Palais de Tokyo, a eu les honneurs d'une exposition, Le bord des mondes, qui cherchait à explorer les mondes à la lisière de l'art, de la création et de l'invention. Et notamment, je vous conseille de voir le film où on voit bien le processus de création de Gagnère. Et là, on voit vraiment l'assimilation du chef à l'artiste contemporain. Autre figure... moi, j'ai oublié. Bon, quand la chasse, c'est pas grave. Je passe sur... C'est des figures que je vous donne qui se construisent vraiment sur cette dimension de confusion chef et artiste contemporain. Autre figure, c'est celle du chef voyageur. Alors là, elle est omniprésente. Ça, c'est pas nouveau, mais ça s'intensifie, ça se diversifie au niveau des figures.
La mobilité des chefs est ancienne. Depuis le XIXe siècle, de grands chefs ont parcouru les continents en quête de produits, de saveurs, de nouvelles techniques, de nouveaux terroirs. Mais cette pratique, comme je viens de le dire, s'intensifie, se médiatise de plus en plus, se structure et se diversifie. Et oui, une petite sémio-anthropologie des voyages des chefs serait à faire. Alors, je vais peut-être l'amorcer par une petite typologie. Donc, le chef voyageur, il peut voyager de manière très simple et pour une question de mobilité professionnelle. Le chef étoilé se déplace beaucoup pour assister à des grands événements gastronomiques internationaux, pour être présent dans les succursales de son restaurant, pour assister à des réunions corporatistes, etc. etc. Mobilité aussi professionnelle pour des grands événements comme le Grand Gélinaz, donc, qui est une illustration assez chatoyante de cette mobilité professionnelle. Vous connaissez peut-être l'événement, mais je le rappelle. Hein. Le Grand Gélinaz, c'est un happening d'un soir qui fait se délocaliser aux quatre coins de la planète des dizaines de grands chefs le temps d'un dîner. Et après un tirage au sort qui décide où chacun va, ces chefs échangent leur restaurant. Et quelle que soit la destination, chaque chef devra s'adapter et ne pas transposer sa cuisine et ses outils. Donc ça, c'est la première modalité du voyage. Deuxième modalité, après la mobilité professionnelle, c'est celle du voyage culturel. Là aussi, la perspective reste professionnelle. Hein, il s'agit de développer des compétences, des savoir-faire. Mais la dimension éducative, elle s'affirme plus avant. Le chef, dans cette seconde catégorie, est plus en quête de compétences nouvelles, de savoirs culinaires autres. Et on peut dire que l'exemple des résidences de chefs peut relever de cette deuxième modalité. Les résidences, que vous organisez ici même, je crois aussi, elles offrent un cadre de travail, un hébergement, une assistance technique, une aide financière, mais aussi le temps qui peut durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les résidences, le temps de visiter, de découvrir la culture locale. Troisième modalité du voyage des chefs, c'est le voyage à la rencontre interculturelle. Le chef dispose de plus de temps et de marge de manœuvre et est en recherche d'autres repères. Il cherche à sortir de sa zone de confort et il est en quête d'échanges sur les cultures culinaires et les cultures et les pratiques locales. Donc là, on est plus sur une quête de dialogue avec les cuisiniers, avec les acteurs locaux privilégiés. On cherche à expérimenter en commun. Donc là, il s'agit d'une quête non seulement d'un ailleurs, mais d'altérité. Donc c'est vraiment un voyage plutôt interculturel, plutôt qu'un visite simplement professionnelle. Donc là, excusez-moi, c'est pas, voilà, quelques exemples de ce type de voyage, même si c'est du storytelling pour un certain nombre, faut être clair. Voilà, René Redzepi au Japon, en Australie, etc., ou Jean Humbert, ça a été très médiatisé, son voyage quand même de 4 années. Non, c'est celui de Christophe Errach. Ce sont des exemples de ce voyage au long cours, qui peut durer jusqu'à 4 années, où tous ces chefs tiennent un discours de la quête culturelle et interculturelle. Alors, dernière modalité, je n'ai pas pris d'exemple, mais on pourra en parler, c'est tous ces chefs qui voyagent, ce n'est pas les grands chefs, c'est des chefs souvent ordinaires, qu'on trouve via des blogs ou via des forums. C'est des chefs qui s'effacent derrière l'homme et qui cherchent à sortir de leur culture, des références et des carcans culturels, et ça dans une perspective de détachement, de bouleversement intérieur. Je reprends des mots des blogs que j'ai consultés. Et ces voyages que l'on peut deviner sur certains blogs ou forums, ou bien aussi à travers des conversations que j'ai pu avoir avec des chefs ordinaires, qui sont posés parfois pour un moment dans un quartier branché ou de Paris ou d'autres grandes villes. C'est des chefs qui tiennent un discours de voyageurs aventuriers dans la tradition du voyage comme dispositif de formation de soi. Et ces chefs cherchent moins à adopter de nouveaux cadres culturels, mais à traverser des cultures. Et ça, c'est une figure que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en braconnant sur Internet. Autre figure, voilà quelques exemples de ces... Alors, dans la continuité de ces premières représentations, c'est la figure du chef créatif, du chef entrepreneur créatif. Elle s'impose, elle est assez omniprésente, puisqu'elle fait même l'objet d'une politique publique pour Creative France.
Donc la valorisation médiatique de certains traits, cette figure valorise certains traits de personnalité des chefs, la volonté, l'obstination, l'intelligence, l'aura, la maîtrise de soi, etc. Certains comportements aussi vertueux, hein, la bonne attitude du chef. Il faut qu'il soit curieux, il se présente comme curieux, enthousiaste, empathique, il prend des risques, il valorise sa quête de dépassement, etc. Figure aussi qui se reconnaît par des attributs symboliques, on y reviendra rapidement tout à l'heure, des signes corporels qui témoignent de sa créativité. Voilà, donc ça c'est une figure qui est un peu complexe, hein, mais qui répond, qui rencontre d'autres figures, c'est celle du créatif, du talent. C'est-à-dire que c'est des chefs qui reprennent toute la rhétorique de ce qu'est le talent, hein, tel que Menger a pu l'étudier, et qui se construisent sur des attributs qui sont ceux en fait, de tous les créatifs, au risque d'une certaine confusion. Donc, des acteurs, des industries créatives à part entière. Alors, il y a quelques attributs. Hein, le chef créatif, c'est celui qui a des gestes plus libres, plus libérés. C'est celui aussi qui produit des biens matériels et immatériels, hein, qui crée des objets de design, qui fabrique, qui fait, hein, au-delà de la cuisine, et qui se met en scène pour certains, c'est le hipster, hein, avec la barbe et le tatouage. Il y en a un nombre incalculable sur Internet, hein, de chefs pas connus, mais qui sont... Alors, dans l'équipe de Noma, de Red Zepi, il y en a 2 ou 3, mais c'est une figure assez récurrente. Du chef créatif et inspiré. Donc là, hein, la machine à narrer et à sublimer visuellement, elle tourne à plein. Donc ces représentations esquissées ne sont pas exhaustives, hein, c'est vraiment pour montrer qu'il y a une ouverture de cette figure. Et ce voyage sur Internet m'a emmené à me poser, moi qui découvre un peu cet univers, à me poser un certain nombre de questions. Déjà, pourquoi cet éclatement de la figure? Moi, j'étais restée avec des catégories bien figées. Pourquoi une diversité croissante de médias et de titres en viennent à consacrer des unes ou des dossiers illustrés à ces chefs, présentés tour à tour comme des vedettes, pour Ducasse et Lignac, des génies, c'est un mot qui revient souvent, Ferran Enria ou René Redzepi, des sages, une rhétorique qui vient Pierre Gagnère, Thierry Marx. Donc je me suis posé la question, que se passe-t-il pour que la voix des chefs porte bien au-delà du monde de la cuisine, s'élève de plus en plus au-dessus de la mêlée, prenne place dans les arènes publiques et se fasse entendre dans une grande diversité d'espaces publics. Donc 2 hypothèses me sont venues. Il y a une que j'ai travaillée, je ne vais pas me développer parce qu'elle est assez évidente, hein, c'est que le chef, c'est un acteur marchand, aussi pragmatique, hein, et avisé, et qui s'adapte aux tendances actuelles, et qui construit de manière de plus en plus professionnelle et soignée sa réputation via un personal branding ostentatoire. Donc, cette hypothèse, c'est la plus évidente, c'est que, je rappelle que le personal branding, pour ceux qui ne sont pas peut-être... c'est l'addition d'une réputation et d'une identité professionnelle, c'est l'amplification et l'élargissement d'une présence médiatique via un maximum de canaux. Alors, quelques images de grands spécialistes du personal branding, hein, qui peuvent aller jusqu'à l'excès et à l'absurdité. Voilà. Alors, personal branding qui est accompagné par un nombre croissant d'agences, hein, qui s'occupent de chefs, de la communication de chefs. Là, il y en a 2, mais on en reparlera peut-être cet après-midi. Personal branding qui peut arriver jusqu'à l'aberration. Là, je vous quelques images. C'est celle-ci, voilà, par exemple. Alors, mesdames, excusez-moi, mais il a des centaines de milliers de followers. De sa cuisine, on ne sait rien. Il est péruvien et mannequin à New York. Et aller sur Internet, je l'ai découvert vraiment par hasard. Et voilà, et là, les followers sont innombrables. Et c'est pas le seul, hein. Le chef nu est une figure émergente dans Internet. On le rencontre, que ce soit des amateurs, mais c'est une figure qu'on trouve. Alors je pense que Gustavo va pouvoir greffer tout un récit sur ça, mettre un discours sur cette figure-là. Alors, moi, je me suis surtout arrêtée à la 2e hypothèse, qui m'intéressait plus, parce que je ne suis pas spécialiste des marques. La 2e hypothèse, je me dis ici, c'est la place des chefs s'intensifie, se démultiplie ainsi. C'est aussi parce que les politiques publiques font de plus en plus appel à lui. Alors, ou bien il s'inscrit dans les politiques publiques.
Je pense que l'éclatement de la figure des chefs correspond aussi à la montée en puissance des politiques publiques qui le prennent comme un relais, on va le déployer, comme une figure de référence rassurante, comme un garant pour concrétiser des politiques publiques dédiées à la santé alimentaire, à l'agriculture urbaine notamment, et plus avant et plus actuelle, et on va le voir en 2018 à Paris, la figure des chefs dans la présentation des politiques alimentaires des grandes villes. Et là, en 2018, il y a des affiches qui sont en train le chef va être présent. Donc moi, ce qui m'intéresse comme deuxième hypothèse, c'est celle de cette entrée de désengagement public des chefs, des engagements identitaires et culturels des chefs, non pas simplement consacrés à l'art culinaire ou à la vie en cuisine et à la gastronomie, mais des engagements qui portent sur l'alimentation en devenir. Et comment le chef s'inscrit dans ces combats qui ne sont pas nécessairement les siens immédiats. Donc là, je vais vous proposer je vais développer cette figure du chef engagé, qu'on avait un peu esquissé en première partie, et tout d'abord en faisant un focus sur le chef et l'engagement social, et le chef et l'engagement gastrodiplomatique, et qui s'imbriquent très souvent ces deux engagements. Donc là, dans ce deuxième temps, je vais m'intéresser à la diversité des formes d'engagement qui sont souvent officialisées, ou du moins officiellement encouragées, tant par l'État que par la profession, via une variété de dispositifs. Le mot engagement, j'entends par engagement à la fois dans son sens militaire, l'engagement c'est un combat localisé, et dans son sens de philosophie morale, l'engagement comme entrée résolue dans la mêlée, mise au service d'une œuvre, d'une cause et en dépit des risques. Donc, je vous donne quelques exemples de ces engagements sociaux, puis gastro-diplomatiques. Moi, j'ai découvert, vous le connaissez sans doute tous, mais le Basque Culinary World Prize, donc une sorte de Nobel de la gastronomie autoproclamé. On est vraiment Et donc, ce prix, organisé par le Culinary Center du Pays Basque, vise à distinguer le chef qui aura, je cite, le mieux amélioré la société à travers la gastronomie, et donc à récompenser ses engagements. C'est donc pas les talents culinaires avant tout que l'on gratifie, mais bien la capacité des finalistes, originaires du monde entier, de mener des initiatives en faveur de l'insertion, de l'éducation, du développement durable et de la santé. D'autres exemples, l'exemple québécois, la tablée des chefs, où la France s'engage, on verra peut-être plus tard. Voilà, France s'engage, donc cette démarche initiée par l'ancien président Hollande et qui vise à accompagner des initiatives innovantes. Et là, on voit un nombre de plus en plus important d'initiatives sociales et solidaires issues du monde des cuisines labellisées. Là, je les suis depuis le début et je vois que les initiatives culinaires et d'entrepreneuriat social des chefs sont de plus en plus valorisées par cette initiative. Donc, oui, d'autres initiatives aussi comme celle du chef des chefs, voilà. Donc, engagement social, engagement qui nous emmène aussi à un second type, qui est l'engagement gastrodiplomatique. Et avant ça, peut-être, l'engagement en termes de patriotisme culinaire. Ça, c'est une récurrente que j'ai souvent... un engagement dont j'ai vu à travers le monde une récurrence, c'est dans ce jeu de concurrence mondiale actuel, on voit que des chefs se positionnent comme incarnant et participant de la construction identitaire des territoires et devenant les héros de campagnes de communication valorisant l'excellence alimentaire nationale. Bon, donc quelques exemples de cette figure d'engagement identitaire et culturel. Gaston Acurio, qui a été l'incarnation de la révolution gastronomique péruvienne dans les années 90-2000, qui a fait de Lima la capitale culinaire du continent sud-américain. De même pour le Brésil, le Chili, l'Argentine, l'Australie, j'ai vu ce type de figure du patriote culinaire de manière assez récurrente. Toujours René Redzepi, qui aussi valorise la cuisine scandinave par excellence, etc., etc. Donc ça, c'est une figure assez complexe. Là, je n'ai pas le temps de trop détailler.
d'engagement pour défendre les cultures culinaires nationales. Ce qui nous amène à la gastrodiplomatie de manière plus offensive. Là, c'est le chef qui devient un acteur de la diplomatie publique à part entière. Diplomatie publique, ça veut dire qu'il incarne les relations d'un État avec les populations d'un autre État que l'on veut informer et influencer favorablement autour des questions gastronomiques et alimentaires. Alors, c'est pas nouveau, bien sûr, mais ça s'intensifie, ça se médiatise de plus en plus de manière offensive. Donc, partant de l'idée que la gastronomie représentait des traditions, mais aussi permettait d'instaurer un climat de confiance et de dialogue, on voit combien actuellement les politiques envisagent le chef comme un acteur à part entière des relations internationales. Donc quelques exemples, alors peut-être je ne vais pas aller dans tous les exemples, mais un qui m'a particulièrement intéressé, vous voyez l'image là, c'est le Diplomatic Culinary Partnership. C'est le partenariat culinaire diplomatique qui a réuni le département américain et la James Byrd Foundation, un organisme non lucratif qui cherche à éduquer, inspirer, divertir et promouvoir, je cite, une meilleure compréhension de la culture culinaire américaine. Donc là, c'est donc une initiative, un dispositif très sophistiqué et très conséquent et qui vise simplement à entrer dans la combativité internationale autour de la gastronomie et de l'alimentation et à construire une stratégie gastrodiplomatique. Alors cette initiative, vous voyez là, qui a réuni des chefs à la Maison-Blanche, elle a ouvert à la création d'une organisation de chefs américains, l'American Chef Corps, au service du pays, je cite, qui sont enrôlés, là aussi, je cite, pour aider à la préparation de repas pour les dirigeants étrangers et pour participer au programme de diplomatie publique. Ces chefs qui reçoivent une veste portant le drapeau américain à leur nom et brodé en fil d'or. Donc ils cuisinent à la Maison-Blanche, ils donnent des conférences, ils écrivent des articles, ils créent des blogs, ils tweetent, ils développent ainsi la réputation de la cuisine et des produits nord-américains. Et on trouve ce même type d'initiative du côté des Nations Unies, qui, par exemple, ont nommé le chef espagnol et ses frères Juan Roca, ambassadeurs de bonne volonté, pour collaborer avec le Sustainable Development Goals Fund. Donc, quelques autres exemples. Oui, ce type d'initiative conduit à une mise en réseau des chefs internationale et qui donne lieu à toute une série d'initiatives sur lesquelles je pourrais peut-être revenir tout à l'heure. Oula. Bon, alors, voilà. Alors, le dernier temps, excusez-moi, mais je crois qu'il y avait... Ah oui, d'accord. Oui, là, j'y suis. Voilà. Donc, simplement, le dernier pan, je vais simplement passer rapidement. C'est simplement un type d'engagement que j'ai découvert un peu, pas sur le tard, mais que j'ai réussi à connecter. C'est l'engagement autour, en fait, des politiques alimentaires et de la réflexion autour de la chaîne alimentaire, de la production au recyclage. Et je vois que j'ai collecté un certain nombre d'engagements et en fait que j'arrive à placer à toutes les échelles de la chaîne alimentaire. Donc voilà, c'est des engagements qui portent sur la lutte contre le changement climatique, donc le chef autour du climat, sur la biodiversité, sur la sécurité et la qualité alimentaire, sur les solidarités et les sociabilités alimentaires, sur les solidarités alimentaires, sur le gaspillage contre le gaspillage alimentaire. Voilà, et un discours aussi qui est en train de monter sur certains sites, mais c'est plutôt des sites anglo-saxons, sur l'œuvre commune, le collaboratif, etc. Là, je passe sur ça. Voilà. Donc, au final, se construit donc un chef qui se construit comme un garant public, comme un chef charismatique, au sens étymologique du terme, un chef responsable, lanceur d'alerte, sur lequel on peut revenir. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce que cette figure qui se déploie, qui se démultiplie, qui se diversifie, est-ce qu'elle est en correspondance avec la figure du mangeur, telle qu'il se construit actuellement? Ce que je peux dire, c'est qu'apparemment pas trop. Que cette construction communicationnelle, elle est pléthorique, mais elle pose question par rapport à ce qui, en parallèle,
se construit autour de la figure du mangeur. Voilà, excusez-moi.